Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les mauvaises conditions climatiques que connaît actuellement Beijing. La capitale chinoise a émis sa première alerte rouge à la pollution. Les autorités ont indiqué que la ville sera enveloppée dans un smog épais de mardi à jeudi. Dans une déclaration en ligne, le gouvernement de la municipalité a déclaré que les travaux de construction en extérieur devaient cesser les jours d'alerte rouge. Il a également conseillé aux écoles de fermer leurs portes. L'alerte met également en place des restrictions à la circulation pour certains types de véhicules. La circulation alternée concerne tous les véhicules roulant en ville. La qualité de particules fines PM2,5 a grimpé à 300 microgrammes par mètre cube aujourd'hui. Observons à présent à quoi correspondent les PM2,5 ou particules très fines et ultra fines. Le reportage qui va suivre évoque également les dommages qu'elles provoquent sur la santé humaine. Une fois encore, les habitants de la capitale chinoise se sont réveillés dans le brouillard. Dans les centres de mesure des particules très fines et ultra fines, on relève des niveaux atteignant 10 fois les limites recommandées. Cette pollution est composée de particules dont le diamètre est inférieur à 2 micromètres et demi. Ces particules sont composées de fragments si minuscules qu'elles sont capables de se loger au plus profond de nos alvéoles pulmonaires. Quant aux éléments encore plus petits, ils peuvent également atteindre les vaisseaux sanguins. Dans certains cas, les PM2,5 sont présentes naturellement dans l'atmosphère, transportées par l'air des tempêtes de sable ou des feux de forêt. Mais dans d'autres cas, ces particules sont issues de l'activité industrielle. Le mois de novembre a été une période difficile pour Beijing. Les données collectées dans les 35 points de contrôle répartis dans la capitale ont indiqué à 12 reprises la présence de brouillard dangereux pour la santé. La représentation de cette période sur un graphique du mois de novembre démontre l'ampleur du phénomène. Le 30 novembre, les relevés de l'indice de la qualité de l'air ont en effet atteint 500, soit 20 fois la limite préconisée par l'OMS. Depuis le début du mois de décembre, on a déjà dénombré 5 jours de forte pollution atmosphérique et d'après les autorités, le pire reste à venir. Ces pics de pollution surviennent alors que le premier émetteur de dioxyde de carbone du monde participe à la conférence de Paris sur le changement climatique. La Chine affirme qu'elle ne pourra pas baisser ses émissions de dioxyde de carbone avant 2030. Elle s'engage par ailleurs à accroître de 20% l'utilisation d'énergies renouvelables. Cependant, dans la capitale, les jours embrumés rappellent la difficulté du travail restant à accomplir. Environnement toujours, des négociateurs venus du monde entier se rencontrent actuellement pour la seconde semaine à Paris, à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Ce sommet est marqué par de nombreux progrès et par quelques désaccords. Nous faisons le point depuis la capitale française. Les ministres issus de gouvernements du monde entier se réunissent cette semaine à Paris. Ils ont pour mission de conclure un accord sur les mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique à partir de la première version d'un texte négocié la semaine dernière par les délégués. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est adressé aux délégations pour demander une intervention rapide. Mesdames et Messieurs les ministres, négociateurs, la catastrophe climatique nous guette. Le monde attend de vous plus que des demi-mesures et des démarches progressives. Il réclame un accord porteur de transformation, un accord qui ouvre la voie à un avenir de paix, de stabilité et de prospérité. Mais de nombreuses questions doivent encore être résolues et parvenir à un consensus ne sera pas aisé. L'un des points de désaccord majeurs porte sur l'objectif fixé par le Pacte de Paris. De nombreuses nations vulnérables souhaitent poursuivre un but plus ambitieux que la réduction de 2 degrés Celsius prévue par la version actuelle. Toute augmentation de température supérieure à 1,5 degré Celsius, soit 2,7 degrés Fahrenheit, signerait l'anéantissement complet de Tuvalu et d'autres nations installées sur des îles basses. Nous devons faire preuve d'une volonté politique immense ici à Paris afin de nous engager sur la bonne voie et de ne pas faire de laisser-pour-compte. Une autre question épineuse concerne la requête des pays en voie de développement qui demandent plusieurs milliards de dollars afin d'opérer la transition vers l'utilisation d'énergies renouvelables et leur permettre de faire face au changement climatique.
Le groupe des 77 et la Chine représentent environ 85% de la population mondiale et il ne peut être conclu d'accord significatif si les préoccupations de ce bloc ne sont pas prises en compte. La semaine s'annonce riche en négociations ardues et en compromis. Mais malgré les défis rencontrés, un certain optimisme règne ici à la conférence climatique de Paris. Un accord est aujourd'hui à la portée de main. Au Moyen-Orient maintenant, en Syrie, le gouverneur de la ville de Homs a déclaré que 2000 combattants quitteraient le district d'El-Waer. Il s'agit de mettre en application l'accord conclu entre le gouvernement syrien et les rebelles armés. C'est un projet gouvernemental qui est appliqué partout en Syrie. Mais je précise que la situation internationale actuelle a contribué à la création de ces conditions qui ont mené à la réconciliation et aidé à accélérer l'application des accords. La raison, c'est qu'à plusieurs endroits, l'armée syrienne est victorieuse face au terrorisme. Cela signifie que le rôle joué par les pays de la région qui ont soutenu le terrorisme est amoindri. La semaine dernière, des responsables gouvernementaux syriens avaient affirmé avoir accepté un accord permettant aux combattants de l'opposition de se retirer de la dernière zone de la ville de Homs, encore aux mains des insurgés. Les rebelles seront autorisés à emporter leurs armes. Homs a été le théâtre de violents affrontements armés. Son gouverneur a déclaré que le premier groupe qui quittera la ville sera composé de 300 hommes armés. Ce retrait pourrait s'étaler sur 30 à 60 jours. Santé à présent, la première lauréate chinoise du prix Nobel de physiologie ou de médecine, Tu Youyou, a décrit sa découverte du médicament de l'artémisinine comme un cadeau de la médecine traditionnelle chinoise au monde. Lors de sa présentation au Forum Nobel à Stockholm, Madame Tu a déclaré son parcours dans les années 70, ou comment un groupe de chercheurs chinois a su surmonter de nombreux défis et développer un traitement contre le paludisme. La chercheuse chinoise a expliqué que la Chine avait accumulé une solide expérience dans le domaine de la pratique clinique au cours de son histoire longue de plusieurs milliers d'années. Tu Youyou a souligné que ces pratiques devaient permettre de découvrir de nouveaux médicaments pour la santé du monde. Une autre étude scientifique fait savoir que si les gouvernements du monde entier ne parviennent pas à réguler le recours aux antibiotiques, alors des millions de morts sont à prévoir. Le rapport rappelle à renforcer les règles afin d'enrayer l'apparition de supermicrobes. Ceci fait suite à un rapport de scientifiques chinois affirmant que la dernière ligne de défense des antibiotiques a déjà été brisée. Dans les élevages du monde entier, les antibiotiques sont utilisés à forte dose sur les animaux. Ces antibiotiques sont ensuite ingérés par l'organisme humain. Les médecins en prescrivent également de grandes quantités, parfois de manière superflue. Les humains sont donc gavés d'antibiotiques et les microbes développent rapidement des résistances. Après une année d'études, l'économiste Jim O'Neill et une équipe de scientifiques du monde entier mettent en garde contre une apocalypse sanitaire. L'histoire fait peur. Cela tue déjà 700 000 personnes par an dans le monde. Si nous ne faisons rien contre la mauvaise utilisation ou si nous ne trouvons pas de nouveaux antibiotiques, d'ici 2050, ces 700 000 seront 10 millions. Une étude chinoise portant sur les cochons a annoncé en novembre qu'une bactérie telle que l'E. coli avait muté pour devenir plus résistante à la dernière ligne de défense antibiotique. En raison des excès dans son utilisation, nous découvrons de plus en plus d'indices indiquant qu'ils perdent de leur efficacité et c'est le genre de choses terrifiantes qui est implicite dans les chiffres dont nous avons parlé à propos de l'avenir. O'Neill a été choisi pour diriger l'étude sur les dégâts économiques de la perte des défenses antibiotiques en raison de son statut d'économiste internationalement reconnu. Donc mon étude parle de recommandations spécifiques destinées à influencer les problèmes de demande et d'offre. Son rapport vient donner un nouvel éclairage aux cris d'alarme lancés par la communauté scientifique et aux menaces qui pèsent sur l'humanité si de nouvelles pratiques ne sont pas adoptées. La tâche qui attend Jim O'Neill et son équipe est de convaincre les gouvernements du monde entier et l'industrie pharmaceutique. Et ce, alors que le temps vient à manquer.
Nous passons maintenant aux actualités chinoises dans cette seconde partie d'édition et nous commençons avec de l'économie. Le volume commercial chinois a baissé cette année alors que l'excédent a quant à lui augmenté. CCTV a converti ces chiffres en dollars qui montrent que le volume commercial des 11 premiers mois de l'année a plongé sur une base annuelle. Ces chiffres sont en baisse en raison de la faiblesse des importations. Les baisses du mois de novembre étaient moins importantes que prévu. L'excédent commercial a augmenté entre janvier et novembre inclus. Les surplus des 11 premiers mois de l'année ont quant à eux grimpé de 60%. Les chiffres en dollars n'ont pas encore été publiés. Géographiquement, les exportations chinoises vers les États-Unis et les pays de l'ASEAN ont connu une baisse, mais il s'est vendu moins de produits et de services vers l'Union européenne et le Japon par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne les importations, la Chine a acheté moins de biens et de services de la part des grands partenaires commerciaux durant la période de 11 mois. Les exportations chinoises ont donc chuté de 1,8% lors des 3 premiers trimestres de cette année, mais certaines régions du pays font mieux que d'autres. Reportage dans une entreprise de Guangzhou qui connaît une hausse continue de ses exportations. C'est une usine qui produit des machines fabriquant des bouteilles en plastique de type boisson. Ces machines sont vendues dans le monde entier. Créée en 2002, l'entreprise est devenue la plus importante de Chine et la deuxième plus grande dans le monde, avec des clients sur presque tous les continents. Les ventes ont atteint 15 millions de dollars américains cette année et les exportations de l'entreprise se sont accrues de 30%. Nous sommes une entreprise high-tech et c'est ça le cœur de notre compétitivité. Chaque année, nous réinvestissons 10% du produit de nos ventes dans la recherche et le développement afin de réduire l'écart qui existe entre nos machines et les produits plus haut de gamme de la planète. Des entreprises comme celle-ci contribuent à la hausse des exportations dans la province du Guangdong. Pour l'entreprise, être high-tech, ce n'est pas vraiment suffisant. Le service après-vente est tout aussi important. Nous envoyons nos ingénieurs à l'étranger pour installer nos machines et pour apprendre à nos clients comment les utiliser ou les réparer. Les erreurs informatiques peuvent nous être transmises par la machine pour trouver des solutions en ligne. Il suffit de la brancher à Internet. L'entreprise prévoit une croissance d'au moins 20% l'an prochain et elle a déjà reçu des commandes en provenance d'Arabie Saoudite, de Turquie et d'Australie. Société à présent, le Conseil des affaires d'État chinois a déclaré que le pays mettrait un terme à la pauvreté d'ici 2020. Les instructions destinées à réduire la pauvreté, publiées lundi par le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État, indiquent que le gouvernement chinois prendra des mesures plus ciblées, précises et extraordinaires visant à aller de l'avant. Le président Xi Jinping a déclaré que la bataille de la Chine contre la pauvreté en était à ses étapes finales. Le président Xi a indiqué lors d'une conférence d'importance sur la question en novembre que personne sur les 70 millions de personnes pauvres en Chine ne serait laissé pour compte d'ici 2020. Les experts déclarent que selon les nouvelles instructions, la résolution du gouvernement est des plus fermes. Les mesures ordinaires ne vont pas changer les choses. Il y a toujours des gens dans une grande pauvreté dans les régions rurales. C'est pour cela que nous disons que des mesures extraordinaires devraient être prises. Et le document annonce des cibles spécifiques. Le gouvernement chinois garantit que les personnes pauvres dans les zones rurales auront accès à la nourriture, aux vêtements, à l'éducation de base, aux soins médicaux et à un habitat en sécurité. Le revenu disponible par habitant en zone rurale devrait enregistrer une croissance plus rapide que la moyenne nationale et les services publics de base devraient quasiment être en accord avec les critères moyens nationaux. Le plan est très spécifique. Il place ces 70 millions de personnes pauvres dans 4 catégories. 30 millions d'entre elles seront aidées par le biais de la création d'emplois en secteur industriel. 10 millions le seront par des postes à pourvoir dans des villes. 10 autres millions seront aidés par des migrations. Et les 20 millions restantes seront aidés par la sécurité sociale. Le document précise également que les régions pauvres devraient bénéficier de fonds gouvernementaux pour la protection environnementale, le support éducatif et l'assistance médicale. La construction d'infrastructures devrait également s'en trouver renforcée. Outre la construction de voies ferrées, de routes, d'installations d'eau et de projets énergétiques, l'accès à Internet et les services logistiques seront améliorés en vue de favoriser le développement du commerce électronique.
Culture maintenant, une statue de Bouddha vieille d'un millier d'années et actuellement en possession d'un collectionneur néerlandais proviendrait en réalité du temple d'un village où elle aurait été dérobée. Les villageois de Yangchun, un village situé dans la province chinoise du Fujian, exigent son retour, mais les négociations s'avèrent pour le moins délicates. Selon l'avocat qui défend les villageois, le propriétaire néerlandais propose 3 conditions pour le retour de leur statue. En premier lieu, qu'elle soit remise à un grand musée plutôt qu'au temple où elle se trouvait à l'origine. En second lieu, qu'ils reçoivent l'aide du département chinois des reliques culturelles pour se rendre en Chine afin d'étudier les gravures sur pierre. Et troisièmement, qu'ils reçoivent une forme de compensation dont il n'a pas encore spécifié la nature. La statue est celle d'un Bouddha vivant nommé Zhangong Zhushi, un habitant local qui est devenu moine lorsqu'il était âgé d'une vingtaine d'années et qui s'est fait une réputation pour ses talents de guérisseur et pour avoir propagé la doctrine bouddhiste. À sa mort, son corps a été momifié et placé à l'intérieur de la statue. Depuis lors, il a été vénéré dans le temple du village. Après 8 mois de contacts patients, indirects et difficiles avec le collectionneur néerlandais, les villageois de Yangchun ont loué les services d'avocats dans l'espoir de récupérer la statue qu'ils revendiquent comme leur. Pour le moment, ils ont toujours l'espoir de régler ce différend par la médiation plutôt que par l'action judiciaire. Pour ceux qui ont grandi sous des latitudes chaudes, l'hiver dans le nord peut s'avérer difficile à supporter malgré les vêtements de fourrure. Dans le nord de la Chine, 2 pandas géants passent ainsi leur premier hiver dans leur nouveau chez eux et tentent de s'acclimater aux rigueurs hivernales. Après avoir été déplacés en juillet de la chaude province du Sichuan, les pandas géants Meng Meng et Jia sont toujours en train d'essayer de s'accoutumer à leur nouveau domicile, la maison des pandas au parc des tigres sibériens, dans la province septentrionale chinoise du Jilin. Le mâle, âgé de 7 ans, et la femelle de 8 ans reçoivent un véritable traitement VIP. En plus des 40 kg de bambou affrétés par avion du Sichuan, de nombreux desserts leur sont fournis afin de s'assurer qu'ils soient suffisamment bien nourris. Et pour le moment, ils ont pris chacun 2 kilos. Habituellement, les pandas passent l'hiver au chaud, mais pour la première fois, la Chine les laisse au froid. Selon un expert, malgré le climat glacial, Jia et Meng Meng se portent bien. Leur état est normal et notamment leur poids et leurs habitudes alimentaires. Tout va bien. Jia et Meng Meng devraient séjourner dans la ville de Changchun encore 2 ans et demi. Les chercheurs espèrent une bonne nouvelle pour bientôt, des bébés pandas. Lorsqu'ils seront totalement accoutumés aux conditions climatiques d'ici, un projet sera lancé pour les aider à avoir une progéniture. Cela revêtra très certainement une profonde signification, à la fois pour la recherche scientifique et pour la science génétique. Avec toutes les bonnes choses qui les attendent, Meng Meng et Jia peuvent considérer l'hiver avec sérénité et se préparer à passer une joyeuse fin d'année. Oui, et le froid ne leur coupe pas l'appétit, visiblement. C'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour Afrique Info. Excellente suite de programme.